Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, si vous n'allez pas vers les œuvres d'art viendront vers vous physiquement, sur votre ordinateur, sur votre mobile, et tout ça grâce à la fondation Art Explora. Comment démocratiser l'accès aux arts? C'est le sujet dont on va parler dans le Grand Oral avec notre invité Philippe Rivière. On va d'ailleurs parler d'art pendant toute l'émission, notamment pendant l'Anti-Sèche d'Amal Laoui. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Et bien là, l'actualité, c'est une très belle exposition Notre-Dame au Collège des Bernardins. Les programmes, ceux d'histoire évidemment, le temps des cathédrales et puis de littérature grâce à Victor Hugo. L'heure de la récré, toujours avec Amal, toujours de l'art, session atelier art plastique grâce à des TikTokers et des TikTokeuses. Et puis on retrouvera le cours particulier de Marie-Olivier. Elle vous parlera, elle, de l'art comme moyen de surmonter les traumatismes et notamment ceux liés à la pandémie de Covid-19. La quotidienne de School TV, c'est parti, Grand Oral. L'art sous toutes ses formes n'a jamais été autant à portée de main et pourtant, l'art ne donne toujours envie qu'aux mêmes, les initiés, ceux qui savent déjà ce qu'il a d'essentiel. Ainsi s'ouvre le manifeste de la Fondation Art Explora. Elle a été créée par Frédéric Jousset. Elle se définit comme le Netflix de l'art avec une bibliothèque de plus de 1600 contenus vidéo, des podcasts. Mais à la différence de Netflix, et ce n'est pas rien, c'est gratuit, elle vient de lancer, cette fondation, une app pour se former en ligne. Et c'est de cela dont on va parler, et pas seulement, mais notamment de cela avec Philippe Rivière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la stratégie numérique de la Fondation. Je cite une autre phrase clé de votre manifeste. Le pouvoir de l'art est tel que chacun de nous devrait pouvoir en faire l'expérience. Alors concrètement, j'essaie de résumer un petit peu, mais que proposez-vous? Art Explora, c'est plus que du numérique. C'est une jeune fondation, donc active depuis 2 ans, qui propose des programmes de soutien, comme un prix européen, mais aussi différentes missions autour de l'accès à la culture au plus grand nombre, comme vous l'avez dit, et le soutien à la création contemporaine. Et dans ces missions, donc par exemple pour l'accès à la culture au plus grand nombre, on a la plateforme l'Académie que l'on vient de lancer, mais on a aussi des programmes itinérants pour aller à la rencontre des gens. On va en parler. Il y a notamment un programme, que moi j'adore, qui s'appelle le MUMO. Le MUMO. Il y a le MoMA à New York et il y a le MUMO en France avec le centre Georges Pompidou, c'est ça? Au musée mobile et avec le centre Pompidou, tout à fait, pour l'œuvre, parce que c'est des expositions itinérantes. Mais on a aussi dans les cartons un bateau, un catamaran que l'on va transformer en musée numérique qui va voyager avec un village culturel et un festival co-créé avec les scènes locales. Donc là, on est un petit peu plus loin, prendre à la mer en septembre 23. Et après, donc, on a d'autres actions comme des résidences à Paris, en partenariat avec la Cité internationale des arts, aux États-Unis avec la Villa Albertine et bientôt quelques autres destinations en Europe à venir très prochainement. Alors n'en jetez plus, la Villa Albertine, dont je précise que c'est la villa du 21e siècle, puisqu'on avait créé la Médicis à Rome au 19e, il y a la villa à Kyoto dont le nom m'échappe, mais bref, tout à fait. Qui on change au 20e. On change le continent, Villa Albertine, voilà, et donc c'est porté par tout le réseau diplomatique français. Et c'est une initiative assez formidable. Un mot quand même sur toutes ces initiatives. Les non-initiés, comment vous allez les chercher justement? Parce qu'il ne suffit pas de mettre des œuvres d'art ou une proposition artistique sur un bateau, dans un camion ou sur une appli pour qu'ils viennent. On est bien d'accord, justement. Donc l'application dont on va parler un petit peu plus, donc déjà c'est une application sur laquelle on est sur des nouveaux formats pour la culture. On a des cours, mais ce ne sont pas des formats MOOC ou des cours un petit peu rébarbatifs, c'est des leçons de 8 minutes, du micro-learning, donc facilement consommable avec des vidéos en motion design, du texte facile à lire, des illustrations. Et en regard de tout ça, on a donc sélectionné des vidéos, là aussi courtes, format dynamique, qu'on a donc sélectionné auprès d'influenceurs, que ce soit des youtubeurs, des podcasteurs, tout ce que l'on peut imaginer. Oui, vous êtes agrégateur. Hein. C'est là où la métaphore, enfin la comparaison avec Netflix fonctionne. Ouais. C'est que vous agrégez des contenus que vous ne produisez pas forcément vous. On en agrège la grande majorité. Et vous en produisez un petit peu. On en a plus de 1600 en français et en anglais, donc ça fait quand même une grosse masse. Auprès d'institutions, de youtubeurs, et on en coproduit quelques-uns. Pour le lancement de l'Académie, on avait coproduit une série de vidéos avec Summum 3D, la Minute Culture de Camille Junot, pour justement présenter d'une manière très originale des œuvres d'art qui avaient été scannées en 3D, donc on a pu faire plein d'animations dessus. Et là, justement, pour revenir sur le MUMO, on se prépare à coproduire un podcast qui accompagnera les œuvres du MUMO à partir du lancement en juin. Voilà, alors vous allez sur Internet, on trouve très facilement, ou sur votre téléphone, vous pouvez télécharger l'app. Un point quand même, le projet de cette fondation, c'est pas seulement l'art pour l'art, c'est pas seulement admirer les œuvres. Vous dites que c'est aussi pour donner des clés de compréhension du monde. Donc il y a quand même quelque chose d'assez politique derrière.
Politique, je ne sais pas. Au sens large du terme, j'entends. Voilà, mais au sens large, oui. Donc on est vraiment sur... On sait que l'art nous fait du bien, c'est vraiment la baseline d'Art Explora. Donc on veut pouvoir offrir des expériences de l'art. Et pour ça, c'est vrai qu'on est sur les nouveaux formats pour l'académie, mais aussi pour les formats itinérants. Donc le MUMO, format complètement particulier. Le bateau... Il y a un camion qui se promène et dans lequel... il y avait une version 1 qui avait été designée par Nathalie Crasset. Tout à fait, il y a 5 on ne sait pas qui a designé le deuxième. Et voilà, donc, surprise dans quelques semaines. Lancement fin juin. Et donc avec des œuvres du Centre Pompidou. Et pour le bateau, on sera sur un spectacle immersif à bord du bateau pour vraiment pouvoir s'adresser au plus grand nombre, tout en proposant un format plutôt pédagogique qui pourra aussi plaire à ceux qui ont l'habitude. Mais vraiment, on essaie de changer l'interaction que l'art propose avec des publics. Les publics qui connaissent déjà, c'est fait, ça se fait. C'est cool, ils reviennent plus, et c'est pour ça que la fréquentation augmente. Nous, on veut toucher les autres, donc on change de format. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite. Philippe Rivière de ce grand oral. On ne quitte pas notre sujet, c'est l'anti-sèche d'Amal Laoui. Anti-sèche dans laquelle on regarde la manière dont l'actualité résonne dans les programmes. Et si on ne quitte pas notre sujet, bonjour Amal. Bonjour Emmanuel. C'est que vous nous emmenez voir une exposition. Oui, une exposition. Notre-Dame au Collège des Bernardins. C'est ça, une exposition immersive en réalité augmentée. Et elle a commencé le 7 avril, elle se terminera le 17 juillet prochain. Alors cette exposition exceptionnelle, 3 ans après l'incendie qui a détruit une partie de la cathédrale Notre-Dame, a été imaginée en collaboration avec l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et elle nous entraîne dans un voyage de 850 ans, grâce donc à la réalité virtuelle. Donc on revient sur toute l'histoire. Toute l'histoire de la cathédrale, sur le chantier actuel aussi de la restauration. Et au programme, eh bien, vous pourrez par exemple assister au chantier de la construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, donc au Moyen-Âge, au sacre de Napoléon. Et on pourra aussi assister à l'installation de la flèche imaginée par Eugène Viollet-le-Duc au 19e siècle. Alors c'est une véritable expérience et tout ça, c'est gratuit. C'est également gratuit. Puis Notre-Dame, on le rappelle, qui est aussi présent dans l'actualité cinématographique, c'est le dernier film de Jean-Jacques Hano. Oui, c'est ça. Notre-Dame brûle, sorti le 16 mars dernier, reconstitue heure par heure l'incendie du 15 avril 2019 et rend hommage aux femmes et aux hommes qui mettent leur vie en péril pour sauver la cathédrale. Et je crois qu'on a un petit extrait, regardez. Anticipation feu Notre-Dame. Notre-Dame brûle. Ça va les partir de partout. Les officiels, les politiques, les célébrités. On va avoir 2 feux à gérer. Il va falloir vous battre à quelques-uns. Paris est bloqué. Feu de toiture. Poursuivons reconnaissance. Poursuivons reconnaissance, c'est pas bon. Ça va? Alors on y va. Ça veut dire désastre annoncé. Avec quelques gars en haut, je crois qu'on peut y arriver, mon général. Avec mes hommes, on se porte volontaire. On a demandé des gens supplémentaires et du renfort. Il n'y aura pas de renfort. Film absolument saisissant, immersif, lui aussi, je peux en témoigner, ce Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano. Amal, Notre-Dame cathédrale qui est présente dans les programmes scolaires, oui, notamment en histoire. Notamment en histoire. Et tout au long de la scolarité, bien, Notre-Dame va être étudiée dans plusieurs chapitres. Alors cette cathédrale n'est pas qu'un simple monument. Au cours de son histoire, elle a été le lieu d'un grand nombre d'événements politiques et religieux. En 1302, eh bien, la cathédrale a accueilli la première réunion des États généraux du Royaume de France sous l'initiative de Philippe le Bel. Et cet événement est donc vu en classe de CM1 dans le chapitre sur le temps des rois, mais aussi en 5e, cette fois-ci dans un chapitre consacré à la société, l'Église et le pouvoir féodal au XIe siècle et XVe siècle. Notre-Dame que les élèves vont également retrouver quand on va parler de la Révolution. Oui, la on Révolution, est un petit peu plus tard. Un chapitre très important du programme scolaire que l'on étudie à l'école primaire, au collège et au lycée. Une période compliquée pour Notre-Dame alors que le catholicisme est remis en cause et que le lieu est vu comme un symbole du pouvoir pendant la Révolution. Eh bien, la cathédrale est régulièrement
régulièrement prise pour cible. Son trésor a été pillé, ses hôtels détruits, sa flèche peu à peu démontée et les statues des rois de Judée situées au niveau de la façade occidentale ont également été décapitées et enlevées par les révolutionnaires qui y voyaient bien sûr une représentation des rois de France. Vous le signaliez en parlant de l'expo du Collège des Bernardins, le sacre de Napoléon 1804, c'était à Notre-Dame et ça évidemment c'est le moment où on retrouve la cathédrale dans les programmes. Exactement, et malgré son mauvais état à la sortie de la Révolution, eh bien c'est à Notre-Dame que Napoléon Bonaparte a choisi d'être sacré empereur des Français en présence du pape Pie VII. Alors cet événement a rompu la tradition des rois de France qui allaient jusqu'ici à Reims pour être couronné. Alors après s'être sacré lui-même, on le sait, Napoléon y a également couronné sa femme, l'impératrice Joséphine, notamment immortalisée dans le tableau de Jacques-Louis David. Donc ça aussi, c'est vu dans le programme scolaire. Tableau que l'on vient de voir et on termine en faisant une petite incursion dans les programmes de français quand même, Victor Hugo. Oui, en étudiant Notre-Dame de Victor Hugo, publié en 1831, alors que la cathédrale avait été de nouveau prise pour cible lors d'émeutes en 1830, eh bien, le succès, il faut savoir, du roman a contribué à sauver la cathédrale. Alors qu'on pensait jusqu'ici la démolir, eh bien, le roman a fait redécouvrir aux Parisiens et aux Français l'édifice qui a donc permis le démarrage d'une rénovation. Merci beaucoup Amal, on se retrouve dans quelques minutes pour la récré reprise du Grand Oral. Philippe Rivière, Art Explora. Prendre le public par la peau du cou. Je vais le mimer comme ça. Ça fait mal. C'est l'objectif de l'entrepreneur et philanthrope Frédéric Jousset quand il crée Art Explora. On est à la fin de l'année 2019. Il ambitionne alors de réduire la fracture culturelle en s'engageant pour le partage de l'art avec le plus grand nombre. Et on en parle avec Philippe Rivière qui est responsable de la stratégie numérique de la Fondation. Comment vous choisissez les gens qui produisent les contenus que vous proposez? Parce que vous avez cité rapidement, vous avez dit des influenceurs, des youtubeurs, etc. Mais il y a une curation quand même assez précise. Vous-même, vous avez une formation d'historien de l'art, d'ailleurs, je crois. École du Louvre et DEA en histoire de l'art. Voilà. Ma collaboratrice qui travaille spécifiquement sur cette plateforme Académie, elle aussi. Donc, on est vraiment sur une curation qu'on veut professionnelle, experte, et qui match aussi, qui correspond avec tous nos critères. Donc, comme je vous l'ai dit, les contenus sont des contenus plutôt courts et attractifs parce que cette plateforme se consomme en autonomie sur différentes cibles donc adolescents et jeunes actifs. Donc, on veut que ce soit sur des temps de transport, sur des temps de pause. Je vous l'ai dit, micro-learning de 8 minutes et petites vidéos qui, la plupart, sont autour des 10 minutes. Donc, il y a ce format. Et puis après, bien sûr, la qualité de contenu. Dans tous nos programmes, la qualité de contenu est quand même vraiment au centre de notre attention. On porte ce contenu, mais on ne veut pas le dégrader pour le porter auprès de cibles qui ne vont pas dans des musées. Vous-même, vous aviez rencontré l'art comment? Vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez petit? Vous étiez dans les initiés Exactement, j'ai eu la chance familiale de beaucoup voyager, entre autres en Grèce et à Rome, enfin et en Italie au général. Avec les bases. Exactement, les bases. Tous les étés, on avait droit à un sublime voyage depuis l'âge de 6 ans jusqu'à... j'ai traîné chez mes parents juste pour ces voyages pendant un long moment. Mais donc oui, on a beaucoup voyagé. Les chouettes parents quand même, parce qu'il y en a, je pense que d'autres enfants diront on me traînait dans des... Non, mais c'est des très beaux voyages. On a élargi à l'Égypte, le tour de la Méditerranée, et c'était vraiment des coups de cœur réguliers. Une grande chance. Et vous avez des périodes de l'histoire de l'art qui vous touchent plus? Mais ça, c'est plus difficile. J'ai commencé à l'école du Louvre en étudiant l'archéologie égyptienne et l'épigraphie égyptienne, donc la lecture des hiéroglyphes, aussi bien que l'art égyptien. Et par contre, en arrivant à la Sorbonne, là, j'ai complètement switché pour être plutôt sur les dessins de presse de la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc vous imaginez la presse. Daumier, les caricatures. Exactement, c'est exactement ça. Et donc du coup, avec cette richesse du XIXe siècle et cette deuxième moitié, c'était extraordinaire et du coup beaucoup plus populaire dans l'approche et dans le ressenti. Et qu'est-ce qui fait, vous, qu'à un moment donné, vous vous dites il faut multiplier les portes d'accès à l'art, il faut donner entre guillemets une chance à de plus en plus de personnes d'y accéder, évidemment les enfants, mais pas seulement. Alors 2 points. Le premier, ça a été bien sûr le sentiment de privilège absolu d'être à l'école du Louvre et donc de rentrer gratuitement dans tous les musées de France et encore plus au Louvre le jour de fermeture. Et après, donc c'est même pendant mes recherches. Parce qu'on a le droit au Louvre le jour de fermeture. Bien sûr, on a des cours dans les salles et donc on peut y accéder. Et donc lors de mes recherches, même moi, j'avais du mal à accéder au contenu. Donc il y a le côté musée pour vraiment offrir ce sentiment privilégié à tout le monde et en ligne de faciliter l'accès à toutes ces documents, souvent numérisés mais pas mis en ligne ou pas numérisés. Et là, heureusement, ça a beaucoup avancé depuis mes études, mais vraiment, il y a encore beaucoup de travail à faire sur les 2 axes.
Merci beaucoup Philippe, on va continuer, on se prend une petite récré, il y a des récrés ici, c'est comme ça, vous êtes sur les formats courts, machin, nous on est sur des formats où on respire, et la récré c'est avec Amal, là oui mais vous allez voir, on continue à faire des arts plastiques. Amal, on va créer. On va créer avec une récré, vous l'avez dit, sur le thème des arts plastiques avec quelques idées trouvées sur TikTok, regardez. La danse de la joie pour terminer. Oui, séquence émotion. Les bienfaits des arts plastiques pour les enfants, à part, d'ailleurs beaucoup plus sérieux, ils ont été démontrés. Ils ont été juste, démontrés, oui. Et dès le plus jeune âge, eh bien, les arts plastiques jouent un rôle très important dans leur éducation. Les arts plastiques pour les enfants sont un véritable moyen d'expression. Les arts plastiques sont un réel exercice pour améliorer la psychomotricité des enfants. Les activités comme le dessin, la peinture, le collage vont aussi permettre de développer, on en a déjà parlé dans une autre émission, la motricité fine. Celle-là, c'est qui permet d'écrire de manière extraordinaire. Comment on choisit alors la bonne ou les bonnes activités? Alors, il faut choisir des techniques et des matériaux appropriés à l'âge et à la capacité de l'enfant. Ne pas surcharger de techniques, donc laisser place à la créativité de l'enfant. Passer du plus simple au plus compliqué. Choisir l'activité aussi en fonction du niveau de compréhension de l'enfant, du nombre de consignes, de la difficulté de la tâche à accomplir également. Et on les laisse complètement libres? Alors, les parents se demandent souvent si on doit laisser les enfants faire ou s'il faut les guider. Eh bien, on peut leur apprendre des techniques, par exemple à utiliser du matériel, à découper, à mélanger des couleurs, à faire des pliages. Mais c'est ici que l'intervention des parents s'arrête. Une fois qu'on leur a montré les techniques, eh bien, on doit les laisser faire. Et à la fin, on met des notes? Et à la fin, eh bien, il ne faut pas s'attendre à des résultats parfaits. Exactement, il ne faut pas mettre de pression à l'enfant. Ce qui est intéressant, en fait, ce n'est pas le résultat final, mais c'est le processus créatif. Exactement, il faut laisser l'enfant essayer, tester, recommencer. Et le plus important dans les arts plastiques, eh bien, c'est que les enfants profitent et prennent bien sûr du plaisir pendant qu'ils réalisent leurs travaux. Et à la fin, ils font la danse de la joie. Voilà. Vous voulez pas faire une petite danse de la joie, Amal? Non, vous voulez vraiment pas? Off. Oh, tout à l'heure, ok. On mettra quand même une caméra. Allez, on reprend le grand oral. Philippe Rivière. Art Explora, c'est le nom de la plateforme et de l'app lancée par la Fondation Art Explora. Si vous suivez les 11 parcours proposés, vous aurez même un certificat validé par Sorbonne Université. Je ne vais pas citer tous les parcours, mais il y a art asiatique, Égypte et Mésopotamie, art de l'islam, Grèce et Rome antique, Renaissance et Lumière, art contemporain, etc. Et on en parle donc avec Philippe Rivière, responsable de la stratégie numérique de la Fondation. Alors justement, je rigolais en disant à la fin des activités, on met une bonne note ou pas. Pourquoi un certificat malgré tout? Il y a le côté... Parce que quand on a considéré les cibles vraiment auxquelles on devait s'adresser, on s'est dit qu'avoir une petite récompense. Un badge, quoi. Voilà, c'était un petit peu une récompense ludique. Ce certificat n'a pas de valeur diplômante ni rien. Mais enfin, il n'y a pas de valeur, mais c'est Sorbonne Université. C'est pas le certificat Art Explora qui dit bravo, t'as réussi. Avec juste la signature de notre fondateur. On a vraiment le tampon Sorbonne Université. Et donc oui, c'est gratifiant. C'est gratifiant. Ça se met sur LinkedIn, sur mon profil ou les réseaux sociaux. Pour Parcoursup dans mon dossier, je peux ajouter que j'ai un badge. On peut, je ne sais pas si les champs sont prévus pour ça dans Parcoursup. Vous pouvez le dire. Hein. Mais en tout cas, vraiment, on tenait à ce qu'il y ait un aboutissement de ces 11 parcours qui, au final, se font relativement vite, vu qu'on est à une centaine. Alors concrètement, il y a quand même 4 épisodes.
4 épisodes. De 40 minutes? Non, 40 minutes par parcours. Par parcours. Voilà. Donc voilà, c'est des épisodes qui se font en plus avec des formats de vidéo ou autre, donc on ne les voit pas passer les 8 minutes en fait. Hein. On les a beaucoup testés et recettés nous-mêmes et on ne les voit pas passer. Et donc c'est donc un chapitre, 4 épisodes, un quiz final, parce que quand même on parlait de notes, vérifie mais il avant faut de bien donner le badge. vérifier avant de donner que la compréhension a été le cas. Et on est assez exigeant, hein, sur 12 questions, il faut 10 bonnes réponses. Mais le niveau des questions aussi est adapté. Et donc, après ces parcours, voilà, on arrive au certificat partageable, imprimable. Et bien sûr, on peut l'indiquer dans son CV. Voilà, et on vous suggère même des parcours. Alors moi, j'ai testé. On vous pose 4 questions pour savoir quel est votre parcours. Je sais, avec des questions sur tout le... à fait. Si vous ne savez pas par quel... Assez décalé, hein, vous inquiétez pas. C'est pas le trivial poursuite. C'est des questions très très larges. On vous demande si vous voulez aller voir Cusco ou je sais plus quoi. Et bref, à la fin, on m'a dit de faire Renaissance. Donc voilà. D'accord. Oui, parce que pour les personnes qui hésitent, qui se disent je connais déjà tout, je ne sais pas par quoi commencer, parce qu'au contraire, je ne connais pas grand-chose, on les aide avec un quiz en disant en fait, commence par celui-là. Et après, on verra bien. On fait confiance à la pédagogie mise en place dans ces leçons pour que ça entraîne. Mais on l'a tous testé dans l'équipe. Hein. Marine, c'était Égypte et Mésopotamie qu'elle a trouvé. Alors, on parle beaucoup des applis, on parle de ce qui se passe sur ordinateur. Vous avez aussi tout un réseau de bénévoles qui rencontrent les gens sur le terrain. Qui sont-ils? Que font-ils? Donc, on a vraiment un ensemble de bénévoles assez surprenant. On se positionne vraiment entre une fondation et une ONG au final, parce qu'on a un petit peu moins de 1500 bénévoles chez Arexplora à l'échelle de l'Europe. Bien sûr, plus en France, mais vraiment à l'échelle de l'Europe, qu'on a recruté un petit peu au fil de l'eau sur des actions précises. Et en fait, on les mobilise sur des actions telles que Allo Miro, qui sont en fait des échanges sur l'art, donc un tableau précis ou l'histoire de l'art, donc un mouvement, dans les EHPAD. Donc on s'inscrit dans une centaine d'EHPAD au niveau français. Donc on est toujours cette obsession d'aller vers les publics là où ils sont et de leur amener cet accès à l'art. En fait, on a lancé ça juste après le premier confinement et les catastrophes qu'on a tous en mémoire. Et donc on a commencé ça en visio, beaucoup plus contraignant, mais dès qu'on a pu, on est allé sur place et c'est vraiment quelque chose de vraiment extraordinaire, ce contact et surtout cette envie de partager que ces personnes ont avec nos bénévoles. Et ces bénévoles, vous les formez, j'imagine? Oui, bien sûr. Bien sûr, nos bénévoles sont formés. Ils ont tous validé, ils ont tous leur badge Sorbonne Université, Arexplora. Non, parce que justement, on veut que ce soit ouvert, on ne veut pas que ce soit des historiens de l'art ou des experts qui viennent parler. Ils sont surtout bons dans la transmission. Voilà, quelqu'un qui a fait un voyage inspirant, il revient de ce voyage et dit je vais porter cette œuvre ou cette période. Donc, alors qu'il peut être chef d'entreprise, qui peut être étudiant, retraité, on a vraiment des profils extrêmement variés. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est la soirée diapo réinventée avec exactement. Une question artistique. Mais avec beaucoup plus de questions. On est loin d'être sur un discours. Ils savent eux-mêmes non experts. Donc on est vraiment sur un échange, un questionnement. Et au final, c'est du win-win parce qu'on sort de ces expériences en tant que bénévole tellement nourri de ce qu'on a réussi à créer comme lien et comme on en est soi-même comme bénévole extrêmement valorisant. Et on a aussi des actions en hôpitaux pour enfants et en centre de loisirs avec une approche un petit peu plus différente, mais toujours avec nos bénévoles. Alors justement, en parlant de l'art comme moyen de surmonter les traumatismes, c'est Marie-Olivier qui va succéder à Amal sur ce plateau. Amal, merci beaucoup pour le cours particulier. Vous allez voir, on continue à parler d'art. Marie-Olivier, cours particulier. Philippe Rivière nous en parlait dans le Grand Oral. L'art, ça permet aussi de surmonter les traumatismes. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Cours particulier, et parmi ces traumatismes, ceux qui sont liés à la pandémie de Covid-19. Alors il y a la maladie elle-même et puis il y a les confinements à répétition. Exactement, je vous avais parlé il y a quelques semaines de la continuité pédagogique lors de la Covid-19, notamment en art, avec des cours de théâtre en vidéo en Inde. Ah oui, c'est extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire, mais c'est sans commune mesure évidemment, avec de vrais cours, surtout pour l'expression artistique. Voilà, et je crois que pendant la pandémie, l'art a quand même permis aux enfants, on l'a vu aussi sur TikTok, d'exprimer leur ressenti face à la situation. Comme à chaque fois qu'il y a un trauma, on leur dit dessine, quoi. C'est ça, exactement. Par exemple, le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour la Méditerranée orientale a lancé en novembre 2020 un concours d'expression artistique pour les enfants de 8 à 18 ans. Et on voit quelques exemples actuellement de ces dessins. Le but, c'était vraiment de raconter leur perception de l'impact de la pandémie sur eux, sur leurs proches, sur leur santé, sur leur vie personnelle. Ils ont vraiment permis aux enfants d'extérioriser ce qu'ils ressentaient au début de la pandémie, pendant laquelle tout le monde naviguait dans l'incertitude. Et alors, au moment du retour en classe, comment ça s'est passé? Parce qu'en plus, il y avait les masques, il y avait du temps partiel, et puis les gestes barrières. Pour les petits, en plus, c'était vraiment compliqué. C'est ça, au début, c'était un peu un retour partiel, un peu déroutant pour les plus jeunes enfants. Regardez ce qu'a proposé cette musicothérapeute américaine pour sensibiliser les petits au port du masque ou au lavage de mains. School's a little different this year.
School's a little different this year. It might feel a little weird, 'cause school's different this year. I might be wearing a mask. My teacher might be wearing a mask. My friends might be wearing a mask, 'cause school's different this year. Et elle a partagé cette chanson avec de nombreux professeurs de musique aux États-Unis. Voilà, mais enfin quand même, on devait être content du côté des profs de retrouver les enfants avec leur vraie voix, les instruments, refaire de la vraie musique. Oui, c'est ça, même si au départ, avec les gestes barrières, les enfants ne pouvaient pas toucher les mêmes instruments, donc ils ne pouvaient pas vraiment, réellement faire de la musique ensemble. Il y avait quand même un enjeu de resociabilisation. C'est ça, c'est le grand enjeu. Hein. On l'a vu avec dans de nombreuses études, la pandémie et les confinements ont eu un impact délétère sur la santé mentale des enfants et des jeunes. Aux États-Unis, par exemple, les professeurs de 6th grade, donc c'est l'équivalent de la 6e en France, le disent, c'était déjà un grand pas de rentrer dans cette classe. Et le fossé s'est vraiment creusé avec le Covid et les confinements. Et dans certaines écoles, les équipes pédagogiques ont mis l'accent sur l'art. Donc, par exemple, le théâtre, qui permet d'exprimer des émotions enfouies ou inattendues. Par exemple, Robert, professeur de théâtre en 6th grade aux États-Unis, le dit, les enfants avaient vraiment envie de s'exprimer et c'était génial. Il dit même que c'était assez sport au début parce qu'ils débordaient d'énergie. Ça, c'est ce que disent les professeurs. Que disent les enfants, les adolescents? Ils sont aussi hyper heureux de resociabiliser, de pouvoir s'exprimer. Un étudiant du collège aux États-Unis, raconte qu'au départ, c'était un peu bizarre et anxiogène de retourner en classe avec beaucoup d'autres. Il a trouvé un moyen doux de retrouver les autres sans trop parler, c'était de faire une mosaïque colorée, par exemple. Voilà, je crois qu'il y a aussi des fresques murales qui ont été réalisées, toujours aux États-Unis, pour parler de la pandémie. Exact, on va voir les images défiler à l'écran. L'école primaire Ton & Country a fait un partenariat avec une école d'art, la Schools Arts National Art Honor Society, pour réaliser une fresque en mai dernier. Peinture, mots tels que persévérance, détermination, patience. Cette fresque a vocation à donner confiance et légitimité aux enfants et aux étudiants qui ont souffert de l'enseignement à distance. Elle est aussi une affirmation de la résistance collective à cette pandémie. Voilà, mars dernier, je crois, mais pas mai dernier. Mars, effectivement. Si j'ai bien révisé cette superbe fresque. Marie, merci beaucoup. Belles initiatives, Philippe. Tout ça va dans le même sens que ce que vous faites. C'est exactement, c'est très très inspirant et vraiment, Art Explora, c'est l'art où fait du bien, d'où nos actions bénévoles et cette volonté de créer ces contacts avec l'art pour tous. Super. Plusieurs rendez-vous, il y en a un dans 3 jours à Marseille. Votre bateau, vous en avez parlé un petit peu, Art Explorer. On présente notre bateau Art Explorer à Marseille, sur le Vieux-Port, à partir du 19 mai, du 19 au 29 mai. Et puis en juin, on guette la nouvelle apparition du nouveau MUMO, le musée mobile. Exactement, avec les œuvres du Centre Pompidou. Formidable. Philippe Rivière, merci beaucoup. C'est très facile de vous trouver sur Internet pour en savoir plus, c'est pas compliqué. Sur ces petites machines, on vous trouve aussi très facilement, c'est bien la moindre des choses, puisque c'est une app compatible iOS, Android, la terre entière. Merci. Complètement gratuite. Merci beaucoup, Philippe. On a dit c'est gratuit, c'est gratuit. C'est vous qui dites que c'est le Netflix de l'art, c'est pas nous. Justement, c'est pour ça qu'il faut dire que c'est gratuit. Un Netflix gratuit. Marie, merci beaucoup. On se retrouve bientôt pour un nouveau cours particulier. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aussi à toute l'équipe. Au maquillage, Laure Audemont, Marine Plantec pour préparer l'émission, assistée aujourd'hui par Roxane Sarfati. Et puis en régie au son, Saïd Mamou, à la réalisation, Alice Pitavier et Raphaël Morel. Vous restez sur School TV évidemment et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.